Bonsoir. Donc je vous demanderai, enfin tous ceux qui déambulent autour de la bulle et qui souhaitent participer à cette conférence peuvent nous rejoindre gentiment, avec ou sans médicaments, calmement, venir s'asseoir pour écouter cette dernière table ronde de la journée qui s'intitule En France, revaloriser la psychiatrie avec, c'est important, un point d'interrogation. Et pour cela, les experts autour de cette table, je vous propose de vous présenter, j'allais dire, en quelques mots, très rapidement, pour que nous puissions ensuite commencer. Je vais commencer par la gauche, je vous en prie. Philippe Cléry-Melin, psychiatre, président du groupe Sinoué et longtemps rapporteur chronique auprès des différents ministres de la Santé et rédacteur d'un certain nombre de plans psychiatrie et santé mentale qui n'ont pas fait beaucoup évoluer la psychiatrie, je dois le reconnaître. J'ai toute votre place ici. À vous, je vous en prie. Pierre Geoffroy, donc je suis psychiatre et médecin du sommeil à l'hôpital Lariboisière. J'ai également une activité de chercheur en neurosciences. Voilà. Geoffrey Roubaix. Tu le bien prêt parce que c'est pas arrêt. C'est mieux. Ouais. Geoffrey Roubaix, donc je suis le directeur régional Île-de-France pour le groupe Orpea Clinéa, ce qui représente un petit peu plus de 1000 places et 800 collaborateurs. Voilà. Oui, bonjour, Alexis Bécard, avocat associé du cabinet Del Sol Avocat. Plus spécifiquement là pour parler d'un crédit d'impôt pour venir en soutien justement des projets innovants. C'est vrai que dans le terme revalorisation, on peut l'entendre aussi au sens financier, n'est-ce pas ? Sandrine Broutin, directrice générale de l'œuvre Falleret. Quel plaisir de vous accueillir ici aujourd'hui. Merci. Alors donc, revaloriser la psychiatrie, on se contentera simplement très modestement de la France, c'est déjà pas mal. La question est posée, je me tourne vers vous, Sandrine Broutin. En fait, pourquoi avoir choisi, tout le thème de la journée, c'est le virage ambulatoire. Donc on a commencé par dire où en est la France dans le virage ambulatoire. Ensuite, on a vu le rétablissement comme socle d'une transformation de la matière de traiter les personnes en fragilité psychique. On a vu le case management, tout le monde disait Kesako, ce nouveau métier en France qui nous vient d'outre-Atlantique. Et maintenant, revaloriser la psychiatrie. Alors pourquoi ce thème ? Et tout d'abord, sans rentrer peut-être dans ce que diront les psychiatres, mais, et d'autres d'ailleurs. Bien. Ouais, mais c'est une question quand même assez curieuse. Est-ce qu'il y a besoin d'une revalorisation ? On a l'impression qu'il y a une déperdition, une perdition plutôt de la psychiatrie. Alors, je ne sais pas s'il y a une déperdition de la psychiatrie. En tout cas, ce qui a présidé peut-être au choix de la thématique de cette table ronde, revaloriser la psychiatrie au sens de lui donner peut-être une image plus positive qu'elle n'a. C'est vrai que très souvent, les malades sont stigmatisés, mais pas seulement les malades. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est toutes les personnes qui travaillent aussi dans cette sphère de la psychiatrie qui, très souvent, ont du mal à parler de ce qu'ils font et sont souvent stigmatisés. Je crois que le début de la réflexion est parti de là. Et puis, effectivement, au fur et à mesure où les thématiques de la journée se sont enchaînées, on voit bien que tous ces modèles évoluent et c'est au-delà d'une revalorisation, je pense que c'est une véritable transformation des modes de fonctionnement, des modalités d'intervention, de co-intervention qui sont en train d'évoluer. Et c'est dans ce sens où il nous a semblé important de pouvoir réunir tous ces experts et de pouvoir échanger sur nos différences, sur nos approches de modèles qui effectivement se complètent dans les accompagnements du quotidien. Donc c'est davantage dans ce sens, me semble-t-il, qu'il faut traiter de la revalorisation de la psychiatrie. Docteur Geoffroy, vous êtes un jeune psychiatre et la question que je me posais, c'est que, et je parle sous votre contrôle et sous le contrôle de votre confrère, il y a eu quand même dans la psychiatrie non seulement des évolutions, mais je parlerai là des évolutions dans le choix que l'on fait pour devenir psychiatre. J'ai cru comprendre que dans un premier temps, c'était un peu au hasard du concours, que finalement le psychiatre était un peu le parent pauvre, puisque les choix, on devenait parfois psychiatre par défaut.
Dans d'autres cas, c'était, j'allais dire, on devenait psychiatre parce qu'on cherchait soi-même peut-être à se connaître. Mais en tout cas, on n'avait pas forcément une approche particulièrement volontariste, je veux dire, le fait de savoir, de dire, voilà, je vais être psychiatre objectivement, si j'ose dire. Et vous avez choisi d'être psychiatre. Donc, pourquoi? Est-ce que maintenant, c'est nouveau? Et comment vous voyez la revalorisation de la psychiatrie? Puisqu'on a cru comprendre quand même dans les propos tenus avant qu'il y avait besoin un peu de peps, de tonus dans ce métier qui peut paraître un peu ancien, un peu vieillot, un peu répressif. Alors d'abord, pour parler du terme revalorisation, c'est vrai qu'on peut se dire que revalorisation, c'est pas forcément un terme très positif parce que ça fait le constat d'un échec, de certaines difficultés, donc on a besoin de faire cet effort d'aller revaloriser. Et en même temps, c'est quelque chose de très positif puisqu'on vient être déterminé à changer les choses, modifier les choses, à être sur le terrain pour... donc revaloriser, c'est aussi quelque chose de positif puisque c'est quelque part mettre la discipline en mouvement. Donc ça, je pense que c'est pas forcément un mauvais terme en ça. Et au niveau des choix de la psychiatrie, alors d'abord, la psychiatrie s'ancre de plus en plus dans un raisonnement très médical. Historiquement, il y avait un poids important de la psychanalyse dans la psychiatrie, notamment avec Lacan en France, qui a pu intéresser un certain nombre de psychiatres à une certaine époque, avec une valorisation très intellectuelle, où la psychiatrie était très choisie à cette époque-là, partait dans les premières disciplines à l'internat, et puis après, il y a eu un peu moins de choix. Alors, ce n'est pas non plus choisi dans les derniers. Il faut savoir que la psychiatrie, dans les premiers classés, il y a toujours des gens qui choisissent psychiatrie, mais aussi dans les derniers classés. Donc, il y a un panache comme ça sur l'ensemble des gens classés. Mais il y a beaucoup de postes de psychiatres. Et donc, forcément, parmi le nombre de postes disponibles, eh bien, évidemment, c'est, on va dire, une spécialité qui est peu élitiste, puisqu'il y a beaucoup de postes disponibles. Mais quand on choisit psychiatrie, on a toujours la possibilité de faire d'autres métiers, comme médecin généraliste, comme médecin du travail, comme pédiatre, enfin, il reste toujours un ensemble de métiers lorsqu'on le choisit. Voilà. Et moi, effectivement, j'ai fait le choix de faire psychiatrie. J'avais hésité avec la réanimation, que j'aimais beaucoup. Et au départ, je m'étais inscrit en médecine pour faire médecine du sport. Et puis, j'ai choisi de choisir la psychiatrie à la fin. Pourquoi j'ai choisi la psychiatrie? Du coup, ça, c'est une bonne question. Eh bien, parce que quand on fait ses études de médecine, on découvre la discipline psychiatrie, on découvre les neurosciences et c'est une sorte de terre vierge, de terreau très très fertile finalement où on se voit qu'il y a énormément de choses à faire, que les découvertes, il y en a tous les jours et puis ça touche à ce que l'homme est homme, à ce qu'est l'humain, à ses perceptions du monde, à ses interactions à l'autre, et comment chez certaines personnes, eh bien, les perceptions peuvent être altérées au point qu'il y ait des hallucinations, qu'un humain peut ne pas ou mal interagir en tout cas avec l'autre, comment guérir. C'est un monde qui apparaît passionnant pour un étudiant en médecine et certains vont en faire leur spécialité. L'expérience passe aussi par le fait de passer en stage en psychiatrie et on se sent ou pas de soigner des gens qui ont un trouble psychiatrique. Il y a une atmosphère particulière, comme il y a une atmosphère particulière quand vous travaillez avec des gens qui ont un cancer, comme il y a une atmosphère particulière quand vous travaillez avec les enfants. Et donc on se sent dans le contact avec les patients. Est-ce qu'on est fait pour ça ou pas, au-delà de l'aspect intellectuel qui est passionnant lorsqu'on fait ses études de médecine. Merci. Vous nous disiez que vous aviez hésité avec la réanimation, mais vous êtes aussi médecin du sommeil. Donc vous avez trouvé finalement de quoi satisfaire vos deux envies, vos deux curiosités et vos deux ambitions. Merci. Alors, je me tourne maintenant vers vous, Philippe Cléry-Mélin. Vous, lorsqu'on discutait tout à l'heure, vous me disiez que le mot revalorisation, je vais y arriver, était peut-être pas véritablement le bon mot à trouver, qu'il y avait peut-être un autre vocabulaire pour, pas forcément une autre ambition, mais en tout cas plus de réalisme dans ce qu'il faudrait faire pour que la psychiatrie soit avec un P plus grand que le P qu'il y a aujourd'hui. Vous me permettrez d'être un peu rebelle et réactif vis-à-vis du choix de ce terme revalorisé, surtout lorsqu'il est affublé du substantif « la psychiatrie ». La revalorisation, c'est celle du patient. Ça peut être aussi celle des méthodes qui sont utilisées et qui aujourd'hui se déploient
avec une inventivité, et en même temps des succès tout à fait remarquables. Je rejoins effectivement donc mon collègue Geoffroy, qui, dans son choix effectivement de l'orientation psychiatrique, a fait un travail de valorisation aussi de la discipline par rapport à d'autres disciplines au moment de son choix d'interne. On peut dire aussi de la revalorisation une refondation sur des valeurs qui sont particulièrement élevées dans le domaine de la psychiatrie, peut-être plus que dans toutes les formes de médecine d'organes que nous connaissons. J'aimerais aussi entendre que la valorisation, en tout cas, de la psychiatrie, ou plutôt du patient en psychiatrie, c'est aujourd'hui de reconnaître à la fois son humanité et en même temps son génie aussi évolutif dans le domaine de la prise en compte de sa maladie, ce qui est aujourd'hui l'exercice quotidien que nous, psychiatres, faisons en nous insinuant, si vous voulez, entre le patient et sa maladie. C'est ça le travail de la psychiatrie, et c'est celui-là, moi, que j'aimerais valoriser. Aujourd'hui, on dit couramment que le patient est aujourd'hui davantage acteur de ses soins, ce qui est aujourd'hui une évolution tout à fait remarquable de cette discipline, c'est qu'elle a su effectivement redonner au patient sa capacité donc de se redéfinir, de se resituer et de trouver effectivement les réponses à sa détresse et à sa difficulté. Alors, pour cela, la médecine psychiatrique est une médecine qui, pour moi, est remarquable parce que c'est la médecine de l'humain, bien plus que d'autres disciplines qui se limitent à l'organe. Mais force aussi est de constater la réduction très illusoire et très stigmatisante aujourd'hui que l'on fait de la maladie psychiatrique en la limitant à la maladie et en mettant de côté toute la dynamique, tout le potentiel d'évolution, toutes les capacités restantes chez une personne qui est diminuée par ses délires, par son désarroi, sa détresse, et que nous allons pouvoir, dans le cadre de l'alliance thérapeutique avec le patient, développer, donner du sens aussi à la vie de cette personne généralement désespérée et qui ne trouve plus de sens à son existence. C'est effectivement aujourd'hui un domaine d'une richesse inouïe qui effectivement devrait appeler beaucoup de jeunes médecins dans ce choix. Ça signifie en fait que ce n'est pas de revalorisation dont il est question, mais davantage de prendre la psychiatrie dans toute sa plénitude et ne pas la restreindre finalement à un simple exercice médical au sens restreint, c'est-à-dire au sens du rapport, je simplifie, aux médicaments et à cela, et que au contraire, le psychiatre est avant tout à l'écoute, mais j'allais dire à l'écoute au sens même humaniste, culturel, etc., que ça dépasse très largement. Et il s'adresse à une personne. Bien sûr, et pas uniquement un organe, ce que vous disiez. Voilà. Mais alors là, je suis absolument d'accord avec les remarques sur la revalorisation que le docteur Cléry-Melin a fait, et c'est très juste. Sur ça, un cancérologue s'adresse à un humain. Un diabétologue s'adresse à un humain. Donc, je ne l'ai pas dit quand je me suis présenté, je suis aussi président de l'Association pour l'enseignement de la sémiologie psychiatrique depuis 2013, une association qu'on a fondée aussi pour participer à l'enseignement, et notamment on produit le référentiel de psychiatrie. Donc, c'est le manuel que les étudiants de médecine travaillent pour présenter l'internat de médecine. Donc, ils travaillent tous sur ce manuel-là. Et on a fait des choix, notamment le choix d'arrêter de parler de somatique ou d'organique d'un côté et de psychiatrique de l'autre. Pourquoi ? Parce que les maladies psychiatriques sont évidemment organiques. Si elles ne sont pas organiques, c'est quoi ? C'est pathologie de l'âme, c'est pathologie... Je veux dire, donc évidemment, elles sont organiques. En plus, on a des données scientifiques pour nous dire qu'effectivement, il y a un certain nombre de dysfonctionnements qui apparaissent chez ces patients-là. Les deux ne sont pas séparables aussi facilement que ça.
C'est important parce que c'est médicalement faux de faire cette distinction, c'est scientifiquement faux, c'est hyper stigmatisant. Quand vous êtes aux urgences et qu'on vous dit que vous délirez depuis plusieurs semaines, vous êtes mal, l'urgentiste vous dit vous n'avez rien sur le plan organique. Et vous attendez sur une chaise le psychiatre. Qu'est-ce que vous comprenez ? Vous comprenez je n'ai pas de maladie réelle, puisque c'est pas qu'organique, je n'ai pas de vraie maladie. Voilà. Donc c'est très stigmatisant. Et en plus, sur le plan de notre discipline, somatique, organique devient une espèce de fourre-tout. On va vérifier que le patient n'a rien sur le plan somatique ou n'a rien sur le plan organique, sauf qu'en fait, on veut vérifier, par exemple, que l'examen neurologique est normal, que l'IRM est normal, que le patient n'a pas une pêche dans le cerveau, que sur le plan du ionogramme, il n'y a pas un problème ionique qui fait que il est délirant parce qu'il est confus à cause d'une déshydratation, etc., etc. Donc, comme dans chaque champ de la médecine, les étudiants, maintenant, ne font plus cette distinction. Donc, revaloriser, ça passe aussi par les termes qu'on utilise, par les représentations qu'on a. Et donc, nous, d'abord, nous les premiers, c'est-à-dire les psychiatres, on se doit... Voilà. Et donc, c'est pour ça que je réagis à ça, c'est-à-dire les autres collègues traitent aussi des humains. Et quand ils ne donnent pas juste un médicament, et d'ailleurs, les diabétologues en psychologie médicale, ils sont bien meilleurs que nous sur l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire l'insuline, comment le donner, que le patient comprenne bien sa maladie, il doit réagir. On a énormément à apprendre d'eux sur ça. Voilà. Donc, en ça, je pense que, parce que dire qu'on parle, on prend l'entièreté de la personne, etc., ça, c'est des visions un peu anciennes quand même, c'est-à-dire le psychiatre, c'est celui qui va parler. Voilà. Le psychiatre, c'est aussi celui qui s'inscrit dans un raisonnement médical, avec une logique médicale et avec des objectifs thérapeutiques qui sont clairement définis et qu'il partage avec son patient. Et ensemble, ils vont définir les différentes étapes. Voilà. On voit que la psychiatrie, c'est un champ d'investigation qui est vaste, c'est une discipline qui est riche. Et donc, Geoffroy Roubeuil, lorsqu'on parlait, en préparant cette table ronde, vous me disiez que finalement, il est très important de s'investir dans la recherche et qu'on ne doit pas se contenter uniquement d'une pratique non pas ronronnante, mais qui, en tout cas, a fait jusqu'à présent assez belle place à l'habitude. Je parle sous votre contrôle, mais je veux dire qu'il y a une révolution psychiatrique, et tant mieux. Elle va dans le bon sens, surtout en tenant compte du souffrance, qui est quand même une bonne chose. Et là, on peut encore aller plus loin. On doit investir dans la recherche en psychiatrie. Tout à fait. Alors, déjà, je voulais vraiment remercier la Fondation Falleret pour cette invitation. Je trouve que c'est aussi une porte ouverte sur la psychiatrie, et c'est trop rare de pouvoir en parler. Nous, ce qu'on constate, comme le rappelait le docteur Cléry Melin, c'est l'importance de mettre le patient au cœur du système. Et aujourd'hui, on relève de plus en plus, alors je ne sais pas si vous le partagerez, ça va faire bondir les médecins autour de la table, mais une forme de changement de paradigme entre une obligation de moyens versus une obligation de résultat. Aujourd'hui, on a quelque part, je vais être très réducteur, mais deux types de pathologies. Les pathologies acquises pour lesquelles il va falloir accompagner nos patients tout le long de la vie. Et c'est en ce sens qu'on veut revaloriser, en tout cas nous, la psychiatrie, pour décloisonner un petit peu les secteurs sanitaires et médico-sociaux, parce que c'est des enjeux qui nous paraissent importants, parce qu'on peut être à un moment dans une phase aiguë et avoir affaire aux services hospitaliers et ou aux cliniques privées, et puis vivre avec sa maladie, et du coup on rentre dans un autre champ de la prise en charge, et parfois la différence de regard sur des deux secteurs ne nous permet pas d'assurer une continuité. L'autre approche, sur les pathologies donc plus aiguës, on a beaucoup de patients qui attendent réellement des résultats. Donc vous parliez tout à l'heure des groupes d'éducation thérapeutique, c'est clair que c'est nécessaire. La psychiatrie, c'est une réalité, c'est un champ, enfin ça balaye et le champ des neurosciences jusqu'aux sciences humaines. Ça peut avoir une approche très philosophique. Vous parliez tout à l'heure Patrick Lemoine qui a écrit de nombreux livres et qui aime bien débattre en tout cas sur des champs très philosophiques de la psychiatrie, tout en ayant un regard très technique sur le sommeil. Donc c'est l'une à mon sens, des spécialités de la médecine les plus riches. Et au demeurant, je constate, en Ile-de-France, mais aussi à l'échelle nationale, que c'est très compliqué de recruter des médecins psychiatres investis et engagés dans cette démarche auprès des patients. Et nous,
il nous paraît évident que l'un des axes qui nous manque peut-être dans notre secteur, c'est la recherche, pour garder en tout cas cette stimulation intellectuelle qui est nécessaire au bon exercice des médecins et qui fait partie de la continuité quelque part de leurs études. C'est vrai qu'on ne peut pas devoir demander à quelqu'un de faire 10 ans d'études, puis au bout d'un moment d'arrêter pour être dans le faire essentiellement et uniquement dans l'agir. Alors il y a différents modes d'activité, hein. Il y a l'activité libérale, l'activité salariée, versus privé et public, qui aujourd'hui sont à mon sens deux activités qui sont complémentaires, parce que c'est important qu'il y ait une approche, on va dire, plus hospitalière, en lien avec une approche ambulatoire de consultation, quel que soit le mode d'ailleurs, en CMP ou peu importe. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, cette action de recherche, elle doit se faire et sur la recherche clinique, hein, la recherche fondamentale, mais aussi en termes d'organisation des soins. Et c'est vrai que, bon, je crois qu'on l'abordera tout à l'heure, on abordera la psychiatrie ambulatoire et les hospitalisations de jour. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui nous manque parfois, ce sont de réels, je mets des guillemets, patrons ou pilotes de dispositifs. Et peut-être qu'on a souvent confié ça aux médecins ou à un médecin, notamment aux médecins généralistes, parfois de vouloir un petit peu tout centraliser sur l'accompagnement et la prise en charge des patients. Bon, c'est une des questions qu'on se pose en tout cas sur le champ de la psychiatrie, pour faire le lien dans toutes les étapes de la vie de nos patients. Donc voilà, donc c'est vrai que les ARS nous ont donné une possibilité avec les dispositifs territoriaux de recherche et de formation qui est ouvert à tous les acteurs de la psychiatrie, privés, publics, PSPH. Nous, c'est quelque chose dans lequel on a vraiment envie de s'investir pour exister, pour publier et pour continuer à permettre en tout cas à nos praticiens, qu'ils soient libéraux ou salariés, de continuer à avoir une activité de recherche et à mettre au profit toutes leurs connaissances de terrain, au profit d'une recherche un peu plus quotidienne, concrète, ce qui est moins accessible, je parle sous votre contrôle, docteur, une fois qu'on a quitté le monde universitaire, malheureusement, le champ de la recherche est quelque chose auquel on doit faire le deuil, quoi. Voilà. Et ça, nous, on le regrette beaucoup. Donc je pense qu'être attractif, c'est mettre en avant la recherche en psychiatrie, et essayer autant que faire se peut de s'investir dans des dispositifs qui répondent aux besoins des patients. Voilà. On va revenir d'ailleurs là-dessus, sur le détail, sur cette opposition entre entre la pratique et la recherche. C'est toujours quelque chose qui m'a toujours étonné, parce que je pense qu'un praticien, il fait forcément de la recherche. Et un chercheur, j'imagine qu'il s'intéresse à ce qu'il cherche, enfin, avec un objectif de résultat. Enfin, ça ne me paraît pas totalement aberrant. Et on va en reparler, mais je me tourne vers Alexis Bécard, qui est avocat, et peut-être souffrant d'ailleurs. Enfin, ça, je vous consulterai après. Et dans la revalorisation de la psychiatrie, il y a le mot revaloriser au sens comptable, au sens financier du terme. Et la raison pour laquelle vous êtes ici, c'est que vous avez, au cabinet Delsol, fait des propositions pour que des associations, par exemple, puissent davantage investir et les moyens, en fait, de porter des projets qui ne peuvent que bénéficier justement à la recherche en psychiatrie. Alors je vais essayer de répondre après une introduction un peu difficile, mais en fait l'idée était la suivante, c'est que en matière d'innovation, nous, ce dont on s'aperçoit auprès de nos clients, c'est que de nombreuses associations cherchent à faire de l'innovation, c'est-à-dire qu'elles s'aperçoivent quelque part que souvent la solution, dans un certain nombre de cas, elle ne sera pas forcément dans l'existant, elle sera dans la recherche d'innovation par une nouvelle organisation du travail, par une mise en relation du sanitaire et du médico-social, pour une approche qui va être différente, parce qu'elle va pouvoir donner des résultats. Et c'est vrai que la Fondation Falleret est très en pointe sur ces questions-là. Et la question qui se posait face à ça, c'était de dire, c'est très bien, on peut avoir des projets, on peut avoir des idées, on peut avoir des ressources, c'est-à-dire des personnes qui sont capables de mettre en œuvre, des personnes qui sont capables de réfléchir, de trouver des solutions. Mais la question, c'est comment on les finance. Or, très souvent, on s'aperçoit qu'en fait, les financements, ils n'interviennent pas au départ lorsqu'il y a un projet innovant, mais beaucoup plus tard. Or, le problème, c'est que si vous n'avez pas l'amorçage, quelque part, votre projet innovant, il va rester dans un carton, ou il va rester à l'état d'idée, alors certes brillante, mais qu'une idée. Et nous, ce qu'on a constaté, c'est que, paradoxalement, il existe des dispositifs pour le privé lucratif, c'est-à-dire les sociétés commerciales
qui permettent de les inciter, de les aider à financer indirectement par ce qu'on appelle des crédits d'impôt. Un crédit d'impôt, c'est quoi? C'est qu'on va prendre une dépense, on va calculer un pourcentage, et ce pourcentage va venir en déduction des impôts à payer, et si vous n'avez pas d'impôt, on vous le remboursera. Or, paradoxalement, en matière d'innovation, vous avez 2 crédits d'impôt qui existent pour les sociétés commerciales, c'est-à-dire les structures qui payent les impôts commerciaux, dont l'impôt sur les sociétés auto droit commun, qui est le crédit d'impôt recherche, et le crédit d'impôt à l'innovation. Alors qui sont dans des dispositifs un petit peu différents, mais qui existent et qui ont bien pris en compte la nécessaire innovation permanente dans tous les secteurs. Or, on s'aperçoit qu'encore une fois, le monde associatif, que ce soit les associations, que ce soit les fondations qui ne sont pas aux impôts commerciaux, elles n'ont pas de dispositif comparable. Elles ont au contraire une taxe qui leur est spécifique, qui est la taxe sur les salaires. C'est quoi la taxe sur les salaires? C'est que quand vous n'êtes pas à la TVA, on vous prend un pourcentage de votre masse salariale et vous le payez sous forme de taxe. Ce qui est extrêmement paradoxal vu les objectifs normalement des gouvernements, mais c'est comme ça depuis longtemps et malheureusement ça n'a pas l'air de vouloir disparaître. Bon, et l'idée était la suivante, c'est de dire c'est quand même extrêmement paradoxal d'avoir un projet très innovant, un projet intéressant, un projet qui nécessite de mettre des moyens, dont du personnel, et de se dire sur ce personnel que je vais mettre dans ce projet, sur lequel je n'aurai pas forcément plus de financement, il va falloir que j'aille chercher des financements propres. En plus, il faut que je paye de l'impôt sur les salaires versés aux salariés qui vont intervenir sur ces projets innovants. Donc c'est de dire, donc l'idée de la proposition, c'était de dire, voilà, nous ce qu'on souhaiterait, alors je ne suis que le relais de beaucoup d'organisations non lucratives, hein, évidemment, nous on n'est qu'un simple relais, dont la Fondation Falleret, c'est évidemment de dire, nous ce qu'on souhaiterait, c'est que quand on affecte des salariés à des projets innovants, qu'on puisse disposer d'un crédit d'impôt innovation sociale, comme il existe le crédit d'impôt recherche pour les sociétés, et que ce crédit d'impôt innovation sociale, on puisse le déduire de la taxe sur les salaires qu'on va payer sur notre masse salariale. Et donc c'est ça en fait l'idée du crédit d'impôt d'innovation sociale. Alors ce qui est paradoxal, c'est que ça paraît tellement du bon sens qu'on se dit mais pourquoi ça n'existe pas? Sauf qu'on a un précédent, et peut-être que si ce précédent, on est dans la même dynamique, on aura des bonnes nouvelles dans 2 ans, à la prochaine réunion, mais c'était on avait le CICE, qui était le crédit d'impôt compétitivité, qui était réservé aux sociétés commerciales. Tout le monde associatif, en fait, avait dit, mais oui, mais vous comprenez, nous, on ne paye pas les impôts commerciaux, et on n'a pas le CICE, pourtant, nous aussi, on a une vraie dynamique d'emploi. On est un gros employeur, on a des employeurs très importants en France, donc donnez-nous l'équivalent. Et effectivement, il s'est mis 2-3 ans, le temps que Bercy accepte, etc. Et ils ont créé le crédit d'impôt de taxe sur les salaires. Effectivement, un crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires, qui est la CITS, qui est apparu l'année dernière, qui va disparaître au 1er janvier 2019, comme le CICE d'ailleurs, pour se transformer, le CICE se transformant en baisse de charge. Et l'idée, c'est de dire, profitons en fait de cette fenêtre de tir, quelque part, 1er janvier 2019, et substituons au crédit, la CITS, le crédit d'impôt innovation sociale, qui permettra en fait de diminuer le coût de l'innovation dans le monde des organismes à but non lucratif, tels que la Fondation Falleret. Alors, je ne sais pas si c'était clair. Non, c'est clair, et de ne pas pénaliser l'innovation en pompant les salaires et en empêchant l'emploi. La double peine, quoi. Donc, oui. C'est assez bien résumé, oui. Oui. Veillons à ne pas opposer forcément les organismes privés commerciaux et les organismes privés non commerciaux. Je pense que, en tout cas, nous, c'est pas dans ce sens qu'on a orienté nos projets de recherche. J'entends. Mais bon, c'est très bien, ça fait aussi du travail pour les avocats, donc c'est magnifique. Dans notre société à but lucratif, je rebondis sur ce que vous venez de dire, je dirais la recherche est associée au développement. Et ce qui est intéressant, c'est que cette recherche, même si effectivement elle n'est pas garantie par des financements dignes de ce nom dans notre pays, je soulignais tout à l'heure à quel point la recherche était vraiment dérisoire, enfin le financement de la recherche est dérisoire en ce qui concerne la psychiatrie et la santé mentale en France, on est vraiment les derniers de l'Europe. Néanmoins, on n'en est pas moins intelligent et on peut effectivement aujourd'hui aller puiser à d'autres sources de financement. Je vais vous donner un exemple sur un de nos établissements qui aujourd'hui est un centre de réhabilitation psychosociale et en même temps un centre de consultation avancée pluridisciplinaire. Vous voyez qu'on est déjà dans l'ambulatoire.
eh bien, il est clair aujourd'hui que ce n'est pas l'ARS qui va effectivement financer correctement, puisque nous mobilisons quand même beaucoup de personnel, une grande diversité d'intervenants, psychologues, psychomotriciens, coachs. Eh bien, le financement vient par un secteur auquel on ne pense pas toujours, qui est celui des fondations. Et nous avons pu, de cette façon, prolonger le parcours de nos patients. On va reparler du parcours, parce que conduire ces patients, mettre en place des soins classiques ou des soins de réhabilitation pour permettre de trouver une stabilité qui ne sera durable que s'ils vont plus loin, s'ils trouvent un emploi, s'ils ont un logement, si effectivement ils peuvent trouver une place dans la société, puisque c'est ça aujourd'hui l'enjeu majeur de la psychiatrie. Pour cela, il n'y a pas de financement. L'assurance maladie ne finance pas, pas plus qu'elle ne finance la prévention d'ailleurs aussi. Et malgré les effets d'annonce de notre ministre de la Santé, et qui prétend effectivement que la prévention va être le grand objectif du mandat présidentiel actuel. Mais je peux vous dire qu'on a pu ainsi, grâce effectivement à des fondations, donc financer un certain nombre d'activités qui vont vous paraître peut-être un peu éloignées du soin, mais qui sont grandement facilitatrices de l'inclusion de ces patients, qui est là aussi un enjeu majeur, ne serait-ce que par des restaurants d'application, que par une école de la deuxième chance, que nous allons ouvrir bientôt, et qui correspondent à des besoins majeurs aujourd'hui pour des jeunes et des moins jeunes, mis un peu en marge de la société pour pouvoir retrouver leur place dans cette société et développer leur potentialité pour trouver la stabilité et l'intégration nécessaires. Nous avons des patients aujourd'hui, et ça ne vous surprendra pas, qui aujourd'hui ont trouvé un travail, et certains, ça va vous surprendre, je dirais aujourd'hui, ont encore une activité délirante. Les enjeux ont été bien compris par les entreprises pour que ce travail d'insertion, au-delà du soin, au-delà de la conception restrictive de la maladie, leur permet aujourd'hui d'avoir une place véritable dans la société. Donc on peut trouver aujourd'hui des moyens. L'Europe finance à travers le Fonds social européen. Les fondations, nous nous sommes mis en fondation sous égide de la Fondation d'Auteuil, ce qui nous permet aujourd'hui de bénéficier d'une reconnaissance d'utilité publique. Et bon, à chaque période, je dirais, de prélèvement de l'ISF, maintenant c'est l'IFI, nous avons la possibilité effectivement de financer par l'IFI des personnes qui nous soutiennent un certain nombre de projets. Donc l'intelligence doit être mobilisée, parce que, je vous le dis d'expérience, parce que attendre effectivement que le ministère ou les ARS, ou tout autre effectivement donc détenteur et distributeur d'argent vous donne ce que vous attendez, je dirais vous risquez d'attendre longtemps. Alors, moi, Sandrine. j'aimerais reprendre, si vous permettez. Il me semble qu'à Falleret, ça fait 177 ans que l'intelligence est mobilisée pour effectivement faire preuve d'innovation. Et je crois que ça a été le cas tout au long de ces années, puisque au fil du temps, des dizaines et dizaines de dispositifs ont pu être créés, mis en place, avec toujours au centre des préoccupations la personne, la nécessité d'être citoyen à part entière et de vivre selon ses aspirations. Et ça, c'est ce qui est porté depuis toujours, qui a été impulsé par le fondateur de l'œuvre Falleret en 1841 et qui continue plus que jamais aujourd'hui d'être d'actualité et d'être porté par l'ensemble des personnes qui travaillent à l'œuvre Falleret. Alors effectivement, l'innovation depuis des années, c'est plus compliqué parce que c'est moins financé, en tout cas moins facilement financé. C'est vrai que pendant très longtemps,
les associations pouvaient être assez facilement force de proposition, et elles l'ont été dans des tas de domaines, et dans le champ de la santé mentale, Falleret a été souvent pionnier pour créer des réponses qui soient complètement adaptées finalement aux aspirations des personnes. Et puis, il suffisait d'avoir effectivement, en fonction des besoins repérés, l'offre qui convient pour pouvoir assez facilement la faire financer. Et puis depuis 2010 maintenant, avec la loi HPST, les choses ont un petit peu changé avec le dispositif d'appel à projet. Et maintenant, effectivement, on est soumis à une évaluation des besoins laissés à la puissance publique, et effectivement, on se doit maintenant de répondre à des appels à projet. Donc c'est un petit peu moins facile de pouvoir innover. Pour autant, effectivement, là encore, l'intelligence est mobilisée, et la Fondation Falleret n'est pas en reste, puisqu'elle-même met un point d'honneur à financer chaque année la recherche, et de la recherche-action, qui fait la synthèse entre effectivement la recherche fondamentale, la recherche clinique, et puis la recherche sur le terrain, et qui met un point d'honneur à associer également des équipes de terrain à des équipes de chercheurs. Parce que toute recherche digne de ce nom se doit de coller à une méthodologie bien scientifique, qui nous fait peut-être encore défaut, et on ne s'en défend pas, enfin, voilà, et on essaye de se corriger. Le champ du médico-social n'est pas encore très ouvert à la recherche, et c'est effectivement un regret, et nous nous y attelons à ce que ça puisse évoluer. Et si nous sommes assez agiles et assez doués finalement pour arriver à faire financer des recherches, des innovations, des expérimentations, là où effectivement ça devient compliqué, c'est d'arriver à pérenniser finalement ces bonnes idées, ces expérimentations qui fonctionnent, qui donnent de bons résultats. Et effectivement, au moment où il faut pouvoir transformer, là on est un petit peu en panne et on manque de moyens. Et effectivement, on est très intéressé à trouver des leviers. Alors c'est vrai que le CITS nous a paru dans un premier temps être une très bonne nouvelle. Manifestement, il faut se réjouir vite et puis revenir à la réalité. Aujourd'hui, on se bat pour pouvoir conserver le bénéfice de CITS, et que nos financeurs, finalement, ne le considèrent pas simplement comme une réduction de charges, auquel cas nous n'en verrions aucun bénéfice. Mais bon, je crois qu'on a l'habitude d'être optimiste, et on va continuer de l'être, et on se bat pour conserver, finalement, les fruits de ce CITS. Mais c'est vrai qu'on a réellement besoin de leviers financiers pour pouvoir consolider des initiatives qui fonctionnent, dont on démontre l'efficacité sur le terrain, et manifestement on manque de relais pour pouvoir trouver des financements pérennes. Oui, il me semble qu'il y a un clivage, je parle sous votre contrôle bien sûr, entre d'une part les fonds qui sont alloués par les autorités de tutelle, mais par d'autres, par le public et le privé, pour aller vite, sur ce que j'appellerais la recherche-innovation dans le biomédical, et puis l'innovation en sciences humaines cliniques, qui prennent de plus en plus le pas. Enfin, je veux dire que il y a des médicaments miracles qu'on attend toujours, et en revanche, il y a des pratiques qui améliorent le quotidien des gens, quel que soit leur degré de souffrance. Et j'ai l'impression que plus que la psychiatrie, les sciences humaines cliniques sont encore plus pas le parent pauvre, mais le moins compris. Alors peut-être que ça change un petit peu, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que c'est encore un peu figé tout ça. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que revaloriser la psychiatrie, c'est peut-être aussi revaloriser tout ce qui va avec elle. C'est-à-dire que moi, dans ma conception très naïve, le psychiatre, c'est la locomotive dans la souffrance. Maintenant, on ne peut pas demander une locomotive non plus je veux dire qu'elle n'est pas toute seule. Il y a des wagons, et je veux dire que le souffrant n'est pas forcément toujours le conducteur. Il peut, à un moment ou à un autre, aller dans d'autres wagons, pour prendre une image assez facile. Et c'est ça, enfin, vous vouliez prendre la parole là-dessus, non ? Peut-être pour compléter votre propos, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on note ce que disait le docteur Cléribellin tout à l'heure. Il y a
finalement, si on veut être un petit peu à l'avant-garde de ce que vous dites, il faut être plus présent dans un cadre préventif. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la médecine finance davantage le curatif. Et c'est vrai que si on se base sur les neurosciences, enfin, nous, en tout cas, on n'a pas la prétention d'aller s'engager sur des thématiques de recherche neurobiologiques, médicamenteuses, etc. Elle restera très pratico-pratique sur l'organisation de certains dispositifs. C'est là aussi on a envie de s'investir. Mais ça, bon, c'est difficile de voir le résultat rapidement. Aujourd'hui, les grands laboratoires qui peuvent mettre en place aussi une dynamique de recherche purement médicale, derrière, il y a un business plan, un business model, une logique de rentabilité. Là où nous, on n'est pas du tout là-dedans. On n'est absolument pas là-dedans. On essaie de s'adapter davantage aux besoins des patients dans le cadre de dispositifs et de répondre à un moment donné de leur vie un besoin qui ne sera pas forcément le besoin ad vitam aeternam. Docteur Geoffroy. Oui, je pense que finalement cette revalorisation de la recherche, clairement, elle est insuffisante. Et elle est très, très, très insuffisante dans tous les domaines, même en neurosciences, où on parlait d'innovation, de choses comme ça. Par exemple, les appels d'offres suite à HPST 2010 arrivent une fois par an. Donc quand on veut innover, il faut attendre un an. Et puis après, on attend. J'ai un projet, là, il va seulement commencer. Ça fait 2 ans qu'il a été soumis, passé la NSM, le CPP, le machin. Donc c'est des processus extrêmement longs. Donc pour innover, c'est vrai que quand on a une idée quelque part en France, il y a probablement cette même idée ailleurs dans le monde. Hein. Je crois qu'il faut être assez humble. Donc c'est des processus qui sont très très lents. Il y a un financement qui est ridicule pour la psychiatrie, enfin qui est ridicule en France malheureusement déjà de base en recherche, qui est ridicule en particulier pour la psychiatrie parmi les autres disciplines médicales. Et donc le peu de sous qu'il y a, c'est vrai, il faut reconnaître, il y a une prépondérance qui est donnée aux neurosciences. Mais parce qu'il y a quelques miettes de pain finalement. Je pense que si dans le pot il y avait un petit peu plus, ça permettrait aussi de donner et pouvoir aussi favoriser, de partager, de développer de la recherche. Et c'est vrai que ces 3 niveaux de recherche assez différents qui sont tous essentiels, qui doivent communiquer ensemble. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus des projets, alors c'est un peu tarte à la crème, on parle de projets translationnels, mais où de plus en plus on essaie de mettre ces différents niveaux, des choses très fondamentales, moléculaires, précliniques chez le rat, des choses cliniques avec des personnes, et puis des choses plus de terrain, qui sont des dispositifs de santé, qui sont de l'action, voilà. Et de plus en plus d'ailleurs, notamment par exemple c'est obligatoire maintenant pour les projets européens, les usagers doivent être inclus dans les réflexions, dans les méthodes d'évaluation, etc. Voilà. Et donc c'est toute une révolution qui est en train de se passer, mais cette révolution, elle pourra se faire que s'il y a de l'argent. Voilà. Absolument, absolument. Il y a quelque chose que j'ai relevé, alors peut-être que c'est qu'une contradiction apparente, mais vous parliez tout à l'heure, docteur Geoffroy, du fait qu'il y a une demande en psychiatrie, qu'il y a des postes en psychiatrie, et moi j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas assez de psychiatres, même si on demandait en fait à ce qu'il y ait parfois plus de psychiatrie. Sans psychiatre, c'est un peu difficile, et que on se posait parfois la question de la substitution, c'est-à-dire en formant des infirmières, en formant un personnel qui, quelle que soit sa compétence, que personne ne nie bien évidemment, et son dévouement, je veux dire que il y a une différence de formation à l'évidence. Il y a une contradiction là où peut-être me suis-je trompé ou ai-je mal compris? Je crois qu'il y a une contradiction, si vous voulez, et peut-être faut-il rappeler que la France est un des premiers pays au monde en matière de nombre de psychiatres qui y travaillent. Deuxième, à ma connaissance, en tout cas en 2008, j'avais ces statistiques, le premier étant la Suisse. Nous avons plus de 12 000 psychiatres donc exerçant en France. Et cette concentration de psychiatres aujourd'hui n'est pas véritablement bien utilisée, si vous voulez, d'abord parce que il y a, mais ça on le constate tous, il y a déjà depuis quelques années, je dirais, une réduction aujourd'hui de l'installation des psychiatres en libéral. Il y a moins de psychiatres libéraux aujourd'hui. Et il y a un phénomène qui a probablement des explications, c'est qu'aujourd'hui, les médecins s'installent très tardivement. La moyenne d'âge de l'installation des médecins, en général, et probablement d'ailleurs aussi des psychiatres,
je n'ai pas de détails précis à ce sujet, c'est à peu près 40-45 ans. Et donc, le statut du médecin libéral aujourd'hui et du psychiatre libéral, c'est de travailler en remplacement. Dans nos cliniques, je pense que chez vous aussi, vous avez effectivement un lot de médecins remplaçants qui viennent donc faire les astreintes pour nos psychiatres qui, effectivement, souhaitent pouvoir se dégager et avoir une qualité de vie meilleure, hein, et ne pas être obligés de revenir le samedi et le dimanche à la clinique. Donc il y a une moins bonne répartition probablement, et puis il y a, et nous c'est ce que nous constatons, je pense qu'on le partage, je sais qu'on le partage, nous avons surtout un niveau aujourd'hui de compétences psychiatriques qui a considérablement baissé. Et aujourd'hui nous avons peu, enfin, quand nous en trouvons, nous nous les arrachons mutuellement, nous avons effectivement une difficulté à trouver des psychiatres qui ont les qualifications et le niveau de compétences souhaités. Mais comment l'expliquer? Parce qu'il n'y a pas une baisse de la formation des psychiatres, si, si. C'est toujours cette histoire avec le numerus clausus. Donc, de manière générale, il y a un manque de médecins. Alors, en santé mentale, c'est terrible lorsqu'il y a un manque de psychiatres, parce qu'effectivement, les patients sont en souffrance, sont moins bien soignés. Et donc, c'est une catastrophe. Donc, la psychiatrie, comme les autres disciplines, en souffre. Après, la psychiatrie était déjà un des parents pauvres en termes de moyens mis sur l'hôpital et sur le développement des structures, sur l'entretien des structures. Donc, du coup, c'est des effets qui en paraissent d'autant plus criants. Alors, il y a le côté médical, et c'est vrai qu'on pense souvent médecin, mais il faut aussi développer tout ce qui est autour des médecins. Parce qu'il y a énormément de glissements de tâches sur les médecins, parce qu'on n'a pas développé ce qui est à côté. On peut parler par exemple des infirmières. Les infirmiers, il y a de plus en plus ce qu'on appelle les pratiques avancées infirmières, qui sont très développées. Par exemple, dans les pays anglo-saxons, les infirmières sont beaucoup plus diplômées qu'en France. Il y a un certain nombre ont des PhD, ont des doctorats X ou Y, font des pratiques avancées avec donc des tâches qui sont déléguées. Nous, elles le disent très bien, elles sont débordées, elles sont une seule pour, maintenant le quota ça doit être pour 24 patients, donc enfin, vous imaginez des patients qui sont délirants, qui ne sont pas bien, qui sont en souffrance, donc elles ont comme possible mission que d'être un distributeur de médicaments finalement, alors que pour certaines, elles font des formations, elles font des diplômes universitaires pour faire de la thérapie cognitivo-comportementale, pour faire des groupes de relaxation, ce qui pourrait par exemple permettre de moins prescrire d'anxiolytiques et de sédatifs si on peut proposer ces groupes de relaxation. Vous faites un sevrage en alcool. Le sevrage en alcool peut être très bien accompagné par une infirmière qui est compétente, qui a des compétences avancées, qui sont développées. Ça se fait dans d'autres pays. On pourrait le faire en France. Et vous voyez, par exemple, c'est un exemple, hein, mais on peut prendre plein d'autres exemples, pas seulement d'ailleurs médicaux et paramédicaux, mais aussi dans le social, où c'est très, très insuffisamment développé. Et où si tous ces acteurs pouvaient être un peu mieux formés, un petit peu plus valorisés, un petit peu plus reconnus, finalement, on aurait quelque chose qui serait un petit peu plus huilé et qui permettrait de répondre à l'ensemble de cette chaîne de soins qui, pour l'instant, est défaillante. Et donc, on essaie de se concentrer un peu sur le médecin, parce que, bon, voilà, il faut bien un médecin quand même pour prescrire à un moment ou à un autre. Mais c'est toute la chaîne qui, finalement, est défaillante. Voilà. Tout en soulignant qu'il y a des freins, je dirais, à cette évolution et à au fait de confier, effectivement, donc, aux infirmiers donc, des tâches pour lesquelles ils pourraient être formés. Les IPA, hein, aujourd'hui, ne sont pas encore en place. Enfin, ça fait quand même déjà quelques années qu'on en parle, depuis 2008. Hein, et aujourd'hui, c'est toujours pas effectivement aujourd'hui en place, tout simplement d'ailleurs parce qu'un certain nombre de syndicats d'infirmiers s'y opposent. L'IPA étant un niveau de grade plus avancé que l'infirmier, ce qui a pour effet, mais ça vous l'avez compris, de dévaloriser le diplôme d'État d'infirmier. Pour repréciser, en fait, là on parle de valorisation. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la formation infirmière de base, et sur cette formation infirmière de base, vous pouvez vous spécialiser avec un master. Voilà. Donc, ce que dit le docteur Cléry Melin, c'est qu'il y a une spécialisation master psychiatrie qui est proposée depuis un certain nombre de temps et qui, pour l'instant, n'est pas reconnue. Donc, ça passe aussi par ça, par la valorisation. Pour anesthésie réa, par exemple, il y a une surspécialisation, c'est les IBOD, voilà, les infirmiers. Voilà. Il y a d'autres disciplines comme. Mais les changements connaissent des résistances. Hein, y compris au plus haut niveau du ministère.
C'est inquiétant. Les textes sont là. Je dirais. C'est inquiétant qu'on puisse faire quelque chose et qu'on ne le fasse pas. Enfin, je veux dire que bon, puisque finalement tout le monde a gagné, il y a peut-être des tâches qui peuvent être automatisées. Enfin, je ne sais pas, distribution de médicaments, pourquoi pas, j'en sais rien. Mais On a des robots maintenant. Ouais. Oui, voilà. Non, mais À bon. la Rivoisière, on a un robot. Bon, pourquoi pas, absolument. Mais on ne peut pas avoir un robot psychiatre. Enfin, ça paraît difficile. Absolument. Voilà, absolument. Ouais, sauf pour faire des blagues, et encore, je suis pas sûr que ce soit bon. Mais voilà, et c'est très curieux parce que en fait, dans ça ce coûte que moins cher en plus une infirmière en termes de coûts médico-économiques. Oui. Bien former les infirmiers, bien former les autres intervenants, ça coûte moins cher que recruter un médecin. Donc en plus, je veux dire, il y a des modèles comme ça qui existent ailleurs. Les formations existent déjà, hein, les masters infirmiers existent déjà. C'est la reconnaissance qui n'existe pas. Ce qui est quand même c'est aberrant. Dans un pays corporatiste. Oui, certainement, oui, tout à fait. Je pense que c'est bien de le souligner. On a un vrai problème sur la reconnaissance, d'une manière générale, sur la reconnaissance des statuts. On parlait tout à l'heure du patient expert, et on voit se développer de plus en plus, et notamment des formations de médiateurs santé-père, de médiateurs pères, etc. Et effectivement, alors Falleret est aussi très proactif sur ces questions-là, puisqu'on est même allé au-delà, et on propose même des formations de formateurs pairs pour que les personnes concernées puissent effectivement aussi co-intervenir dans des formations auprès de salariés et pas seulement de l'œuvre Falleret, dans le cadre des formations d'Alphapsy, qui est le centre de formation de Falleret. Et nous sommes en bataille depuis des mois sur une reconnaissance d'un statut pour pouvoir rémunérer ces personnes qui effectuent un travail. Et dès lors qu'elles sont rémunérées, elles sont en risque de perdre tous leurs droits aux aides, aux allocations, etc., dont elles bénéficient, si l'on peut dire. Nous, on a même essayé, je ne sais pas si je devrais raconter ça, mais on a essayé de recruter, nous, un patient expert. C'est pas possible. Bénévolement, elle était d'accord mais c'est pas possible, ça n'existe pas, il n'y a pas de reconnaissance, il y a pas, donc c'est tout un schéma aussi de structure de soins à repenser, à redéfinir et à revaloriser d'autres diplômes. Actuellement, c'est pas possible de recruter. C'est la casse qui fait tout et pas la compétence. C'est assez grave quand même, oui. On arrive à la fin, donc est-ce que vous vouliez... on n'a pas fait le tour de la question parce que c'est pas possible. On a compris en fait que revaloriser la psychiatrie, c'était à la fois un problème de revisiter la psychiatrie, c'est-à-dire de lui donner en fait toute sa plénitude, que c'était aussi de pouvoir la... revaloriser au sens de la recherche, au sens des possibilités financières, revaloriser au sens aussi du recrutement. Et je peux comprendre que vous ayez beaucoup de soucis à recruter des psychiatres. Et là, je viens d'apprendre que 45 ans pour s'établir. Non, mais c'est dramatique, quoi. Enfin, non, moi, je pensais qu'il y avait que des psychiatres pouvaient s'établir vers 30 ans, 33 ans. Enfin bon, si c'est si tard que ça... C'est plus rentable pour eux de ne pas s'installer. Et voilà, donc après on rentre dans un problème économique qui est autre, oui, tout à fait. Bon, je vous propose qu'on aille défiler devant le ministère de la Santé, en particulier devant Bercy aussi. Oui. Je pense que s'il y a un message à faire passer, c'est que je pense qu'aujourd'hui, moi j'ai pu le voir à travers notre petit syndicat, on n'existe pas. On n'existe pas, en tout cas. Je pense que déjà, s'il y avait une association publique et privée, qu'elle soit lucrative ou pas, ça serait, en psychiatrie, ce serait déjà un grand point, parce qu'on prendrait beaucoup plus de place. Et en plus, si on pouvait s'associer des acteurs du champ médico-social, en tout cas pour ceux avec lesquels on a une proximité qui est évidente, là, je pense qu'on aurait une visibilité beaucoup plus importante et un poids, en termes de parole, beaucoup plus lourd. Et aujourd'hui, il faut être honnête. Bon, on nous écoute parce qu'on est poli, mais on n'existe pas. On remercie France Info. Et l'œuvre Falleret de cette belle initiative. C'est évident. Merci beaucoup. Ok. Merci à vous. Je pense qu'on peut applaudir tous les participants. Et encore une fois, les remercier d'avoir bravé et le temps et le climat social, là, ce qui est difficile. Hein. C'est clair. Ouais. Merci à vous tous. Merci.